Alors bonjour, mon nom est Eric Sabat, je suis cardiologue à l'hôpital Pierre Boucher et à l'hôpital Anna-Laberge, deux hôpitaux en banlieue rive sud de Montréal. Alors je vais vous présenter une revue sur la COVID-19 pour vous raconter un petit peu ce qui m'a amené à ça. Il y a 2 mois et demi, 3 mois, quand on entendait parler des problèmes et de la gravité de la situation en Chine, en Italie. Alors, je me suis adressé à la communauté ici locale sur Facebook euh, avec des tons un peu, disons, d'inquiétude et puis même un peu dramatique. Je me suis fait critiquer plus d'une fois pour avoir pris ce ton. Ceci dit, donc, j'ai pris l'habitude depuis ce temps-là de faire des petites capsules, des updates sur la situation telle qu'on la vit et également sur ce qu'on apprend par rapport à ce coronavirus nouveau. Bien entendu, tellement de choses changent toutes les semaines. Il faut apprendre à être critique de la littérature et tenter de discerner le vrai et le faux. Alors, je suis cardiologue de carrière depuis 25 ans. Je fais de la recherche clinique depuis environ une vingtaine d'années. Et puis, je me suis intéressé à cela, au coronavirus, étant donné que de plus en plus on décrivait des conditions cardiaques. Loin de moi l'idée au tout début que j'allais être impliqué dans le traitement de ces patients, mais il s'avère que les manifestations cardiovasculaires sont en train de prendre de plus en plus d'emphase et d'intérêt, autant chez l'adulte que chez l'enfant. Et puis donc aujourd'hui, j'ai fini ma garde, je suis en retrait de ma famille pour une autre semaine, 10 jours. Ça me donne l'occasion donc de répondre à certaines questions qui m'ont été adressées, puis de vous faire un résumé qui va durer peut-être un bon 45 minutes là, de tout ce que nous savons. En fait, je vais tenter de vulgariser le plus possible, de simplifier. Mais j'ai compris, selon les questions qui m'ont été adressées, que vous voulez en savoir quand même un peu plus que la base. Des questions m'ont vraiment surprise quant à euh, le degré de détail qui est demandé, qui est recherché. Donc, la population en général veut être adressée avec les plus de détails possibles. Et c'est ce que je vais tenter de faire. Alors, allez vous chercher un café et puis on va être ensemble pour les prochaines 40 minutes. Euh, cette période de distanciation sociale qu'ils appellent, je ne sais pas qui a déterminé ce terme, mais moi, je n'ai jamais eu de rapprochement social autant que lors de cette période de distanciation sociale. C'est une période de distanciation physique, mais socialement, on se rapproche énormément. Et j'ai jamais pensé qu'un petit clip de 20 minutes dans ma voiture la semaine dernière aurait généré 70 000 views et tant de questions, tant de commentaires, tant de gentillesse que de feedback que les gens m'ont donné. Alors, sans plus, on va commencer la présentation. Alors, tout d'abord, on va parler du virus qui nous concerne. Donc, le virus actuel est le SARS-CoV-2. Il est ici graphiquement dessiné avec mes talents. Vous voyez que c'est un virus qui a deux couches de membrane lipidique. Donc, cette membrane lipidique ne résiste pas au savon ou au détergent. C'est pour ça qu'on peut se désinfecter. Eh bien, il a une forme de couronne avec des protéines en surface sous forme de cette couronne, d'où le nom de coronavirus. Et puis donc, on a notre cellule humaine que j'ai grossièrement dessinée ici avec son noyau. Dans le noyau, on a l'ADN qui nous identifie comme personne. Et cet ADN fabrique des protéines qui sont nécessaires à la vie. Comment se fait cette fabrication de protéines? Par une transformation vers des ARN. Ces ARN-là vont être lus par des décodeurs qu'on appelle les ribosomes et ce décodage va créer nos protéines nécessaires à la vie. Alors, qu'est-ce que fait un virus? Il arrive avec ses propres membranes d'ARN qui ne sont pas les nôtres. Il pénètre la cellule par un récepteur qu'on connaît, le récepteur ACE, je vais y revenir dans quelques instants. Il pénètre notre cellule et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise nos ribosomes pour photocopier ces ARN et pour en fabriquer en quantité.
de telle sorte qu'il hijack, si vous voulez, la cellule. Il utilise notre matériel de reproduction et de fabrication des protéines pour se fabriquer ses ARN. Et une fois ces ARN fabriqués, il va, avec la membrane cellulaire de notre cellule, il va se rejeter en dehors de la cellule une multitude de petits virions similaires à celui-ci qui vont repartir en circulation. Et c'est ainsi que le virus se reproduit dans notre cellule en détruisant la cellule. Alors, si on revient sur ce récepteur ACE, c'est un récepteur de l'angiotensine 2. euh, et nous savons très bien que le récepteur de l'angiotensine 2 sert à dégrader cette hormone qui, lorsqu'elle s'accumule dans la circulation, est néfaste au niveau vasculaire. Donc, le virus qui vient s'installer dans le récepteur va probablement également interagir avec cette hormone angiotensine 2 qui s'accumule en circulation et qui aurait des effets néfastes cardiovasculaires. Du moins, on suppose qu'il s'agit d'un certain mécanisme d'action pour expliquer ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, la famille des coronavirus. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs coronavirus que nous connaissons depuis de nombreuses années. Les plus banals sont nommés en première ligne. Il y en a 4 principalement qui nous affectent la race humaine et qui nous occasionnent le rhume banal. Mais le rhume pour lequel jamais on a pu développer de vaccin, étant donné qu'il y a certainement beaucoup de mutations dans ces virus-là. Et il n'y a pas eu non plus la nécessité de courir après un vaccin pour une maladie bénigne. Il y a ensuite eu 2 autres coronavirus plus sévères dans les 10 dernières années. Le SARS-CoV, donc, qui occasionnait la maladie du SRAS, qui a débuté en Chine et qui est arrivé jusqu'à Toronto, si on peut se rappeler, avec quand même une maladie qui nous faisait très peur aux personnels de la santé, parce qu'elle tuait environ 20% des personnes qui étaient atteintes de cette maladie par un ARDS, un édème pulmonaire aigu, une détresse respiratoire épouvantable. Tout le monde était intubé et 20% mouraient. Alors, c'était une maladie qui a fait très peur, mais qui était heureusement pas autant contagieuse que celle que nous vivons actuellement. Il y a eu également le MERS-CoV, donc le Middle East Respiratory Syndrome, une maladie qui est restée plutôt localisée au Moyen-Orient et qui ne nous a pas affectés en Amérique du Nord. Et finalement, le SARS-CoV-2 que nous connaissons actuellement sous la maladie de COVID-19 ou Coronavirus Disease 2019, donc apparu quelque part en novembre, probablement en Chine. On pense que c'est apparu, donc, comme vous le savez, à partir d'animaux, peut-être la chauve-souris, le pangolin, le serpent. Et puis, finalement, dans ces marchés d'animaux, il y a eu une transmission humaine et puis l'épidémie est devenue rapidement une pandémie. Et voilà où nous en sommes. C'est pas rassurant de savoir que depuis toutes ces années que nous côtoyons les coronavirus, aucun vaccin n'a été encore développé contre un coronavirus. Le seul, disons, avantage, c'est qu'il y a tout de même, depuis le SRAS, beaucoup de recherches qui s'est faite en vue de développer un vaccin et probablement qu'on peut utiliser une partie de cette recherche en vue du vaccin contre le coronavirus actuel. Alors, la maladie COVID-19, présentation clinique, on va la séparer en phases de la maladie. Donc, phase 1, phase 2, phase 3, tel que je vous ai illustré sur la diapositive. Première phase, le moment, le moment où on a un contact infectieux jusqu'au développement des premiers symptômes. Donc, en général, 5 à 8 jours à partir du contact à l'apparition des premiers symptômes, c'est la moyenne qui s'écoule de temps. Ceci dit, jusqu'à 14 jours, le World Health Organization a recommandé une observation après un contact pendant 2 semaines, et ça serait rassurant si pendant ces 2 semaines, il n'y a pas eu le début des symptômes. Mais on a compris dans cette phase, et c'est la phase la plus énigmatique, c'est qu'il y a des gens en fait qui vont avoir le virus et qui vont avoir le virus transmissible à d'autres, mais qui ne développeront jamais la phase 2 de la maladie. Curieusement, ils vont demeurer asymptomatiques. Alors ça, c'est une énigme pour ce virus et le nombre précis d'asymptomatiques est débattu.
Alors, donc, 5 à 8 jours en général. Phase 2, le début des symptômes jusqu'à la période d'hospitalisation. Encore là, ce n'est pas tout le monde qui va à l'hôpital, c'est une minorité, mais c'est donc cette phase-là qu'il faut savoir qu'il y a environ 7 à 10 jours qui s'écoulent entre le début des symptômes et les gens qui vont nécessiter une hospitalisation, généralement après 10 jours. Alors ça aussi, c'est curieux, parce que généralement, vous avez des symptômes grippaux. La grippe dont on a l'habitude, elle vous tape fort au début, beaucoup de symptômes, des douleurs musculaires, de la fièvre, de la toux, et puis graduellement, après 10 jours, on se sent mieux. Et quand on se sent mieux, on est mieux. Mais cette maladie, va avoir ce crescendo également, puis décrescendo. Donc, les gens vont être malades, vont avoir toutes sortes de symptômes. On va peut-être en discuter un peu plus loin, mais oui, il y a les symptômes typiques de la grippe qu'on a mentionnés, mais il peut y avoir aussi des diarrhées, il peut y avoir des symptômes neurologiques, la perte du goût et de l'odorat, il peut y avoir des symptômes vasculaires, des ACV, des infarctus, des embolies distales au niveau des orteils. Bref, c'est une maladie se présente avec multiples symptômes, mais généralement, on va garder ça simple, légère fièvre, toux, difficultés respiratoires. Ça, c'est, je vous dirais, ce qu'on voit le plus, les gens disent qu'ils ont de la difficulté à respirer sans nécessairement tousser. Mais ce sentiment que le thorax ne rentre pas bien l'air. Alors, donc, et eux, après 7 à 10 jours, vont se sentir mieux. Certains ont même eu congé de l'hôpital et sont revenus dans un état lamentable 1 à 2 ou 3 journées plus tard. Il y a même eu un cas à New York d'un personnel de la santé, un infirmier, un jeune infirmier, qui a eu congé de l'hôpital et qui est décédé chez lui. Euh, alors, il y a comme une phase curieuse où on se sent mieux, on a l'impression qu'on s'en est sorti après 7 à 10 jours et où on plonge pour un petit pourcentage des gens, plonge dans la phase 3. Donc, vraiment, ça, c'est la phase qui fait plus peur et qui est la phase où les patients sont déjà rendus à l'hôpital et se détériorent gravement par ce qu'on appelle la tempête de cytokine, donc une décharge de plusieurs mécanismes d'inflammation, une inflammation exagérée que notre corps émet en réponse à ce virus. Et cette inflammation est destructive, destructive au niveau des parois vasculaires, destructive au niveau des organes directement. Alors donc, cette tempête cytokine et cette maladie vasculaire de la phase 3 peut durer plusieurs semaines. Un pourcentage de patients vont être intubés, certains vont aller jusqu'à la dialyse, vont aller jusqu'à l'assistance d'oxygénation extracorporelle qu'on appelle l'ECMO. Alors donc, on a une phase 3 qui peut durer durant des semaines avant de voir une amélioration, mais clairement, les gens qui sont dans la phase 3 vont soit mourir, soit avoir des séquelles terribles. Alors, les premières analyses de la maladie qu'on a pu faire, c'était des données chinoises, une grande étude qui est apparue dans le JAMA. Et en fait, on a regardé 5700 patients chinois Covid positifs, mais qui avaient été admis à l'hôpital. À ce moment-là, on décrivait 60% d'hommes et 40% de femmes. Et si on regardait le symptôme qu'on recherchait, la fièvre, c'était juste une personne sur trois qui faisait de la fièvre. Donc, toutes ces techniques de dépistage dans les aéroports, dans les hôpitaux, dans tous ces thermomètres vendus, ces thermomètres chinois en passant, vendus à travers la planète pour chercher la fièvre, ben vous voyez que c'est seulement une personne sur trois qui se présentait avec de la fièvre dans cette maladie et qui était admis à l'hôpital avec la maladie du Covid prouvée. Alors, dans les données chinoises, sur les 5700 hospitalisés, il y en avait une personne sur cinq qui est décédée, 20% de mortalité, et une personne sur sept qui a dû nécessiter des soins intensifs. L'âge moyen de ces patients qui ont dégénéré aux soins intensifs était de 68 ans. Et là, c'était 66% d'hommes et 34% de femmes. Donc, le double qui aboutissent aux soins intensifs en Chine étaient des hommes. Et cette tendance se maintient même en Amérique du Nord. Là. Rendu aux soins intensifs, là, la mortalité est de 88%.
Donc, les premiers chiffres qui nous sont sortis de Chine avec cette étude-là, c'était des patients hospitalisés. C'était des chiffres inquiétants qui pouvaient nous faire rappeler les chiffres qu'on avait du SRAS, avec un 20% de mortalité du virus. Mais loin de nous l'idée qu'il y en avait beaucoup plus qu'on le pensait et qui ne se sont jamais rendus à l'hôpital, des patients qui étaient asymptomatiques et qu'on allait découvrir par la suite. De telle sorte que l'estimation du pourcentage de mortalité de cette maladie a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué avec les semaines qui passent. Et maintenant, on l'estime peut-être près de 1%, 2%, parfois peut-être moins d'1%. Alors tout cela dépend réellement du nombre de patients qui ont le virus et qui ne développent pas de symptômes dans la communauté. Et nous allons commencer à tester encore plus de patients au Québec en date de demain, justement. Je pense que l'urgence est ressentie de bien établir quel est le pourcentage de la population qui est déjà infectée, surtout si on est dans le processus de réintégration des commerces, etc. Je pense qu'il faut réellement qu'on ait une bonne idée. Est-ce qu'on parle de 5% de la population infectée? Est-ce qu'on parle de 10%? Il y en a qui suggèrent que ça peut être plus. Alors donc, pour les gens qui aboutissent à l'hôpital ou aux soins intensifs, les chiffres initiaux étaient vraiment inquiétants. Mais il faut savoir qu'en 3 mois, la médecine a évolué de manière spectaculaire et la compréhension de la maladie a fait en sorte qu'on a de moins en moins transféré les patients aux soins intensifs, qu'on les a moins intubés et qu'on a développé donc moins de complications de l'intubation et de la ventilation chez ces patients-là, de telle sorte que la mortalité aux soins intensifs a diminué. Je n'ai pas les chiffres récents, mais clairement, on a appris des Italiens. Les Italiens sont des maîtres dans la ventilation mécanique. Les Italiens du Nord ont publié énormément d'études et donc il ne faut pas penser que les Italiens étaient, disons, mal équipés ou n'avaient pas d'expérience sur des patients avec le besoin de ventilation. Tout au contraire, la Lombardie est un pays qui a une section de pays qui a publié énormément d'articles dans la détresse respiratoire, de telle sorte que eux nous ont guidés dans leur catastrophe qu'ils ont vécue. Ils ont pris le temps de guider les Américains pour pouvoir manager de façon plus appropriée ces patients-là et diminuer le risque de mortalité lorsque la maladie atteint cette phase suraiguë. Alors, l'étude parue dans le JAMA a bien identifié le patient type qui va évoluer vers les formes compliquées et graves de la maladie. Et typiquement, il s'agit du patient obèse, diabétique, hypertendu. Un trio qu'on appelle communément le syndrome métabolique. On sait très bien que ce trio de conditions-là combinées s'accompagne d'une inflammation chronique dans les vaisseaux et donc les patients sont prédisposés à des atteintes inflammatoires plus sévères advenant ce type d'infection. Alors comme vous voyez, on parle d'à peu près 60% des cas qui sont hypertendus et diabétiques comparativement à 30% dans la population générale. Donc c'est 2 fois plus surreprésenté. Pour les obèses, un BMI de plus de 30, c'est 1,5 fois de plus représenté. Ce qui est curieux, c'est quand on descend dans la liste, là, bon, il y a la maladie coronarienne dans 11% des cas. Et à la toute fin, alors ça, sincèrement, c'est une surprise tant qu'à moi, ceux qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques, donc les bronchites chroniques, les emphysémateux, dans la population qui a compliqué, il n'y en avait que 5% des cas et c'était identique à la population qui n'a pas compliqué. Alors, ça semble être contre-intuitif, mais ce sont les données chinoises et puis c'est rassurant pour nos patients bronchites chroniques et c'est en même temps eux qui ont le plus peur d'attraper ce virus, sachant très bien
qui sont déjà essoufflés avant même d'être malades. Alors, ce sont des données un peu surprenantes, mais on retient diabète, hypertension et obésité comme mauvais facteurs de risque. Alors, des questions très spécifiques m'ont été demandées, et en particulier celle qui revenait souvent, quelle est la situation des femmes enceintes avec la Covid-19? Alors, ça a été difficile, j'ai regardé un peu, j'ai regardé les données de la clinique Mayo qui, en fait, a répertorié quelques case reports chinois pour essayer de savoir si, comme avec d'autres virus, les femmes enceintes ont une évolution plus compliquée de la maladie. C'est le cas avec la grippe usuelle. La femme enceinte la tolère moins bien et ça complique un peu plus. Mais dans le cas actuel, il y a eu des case reports de femmes enceintes malades avec une maladie modérée, et il semble n'y avoir eu aucun cas de déclaré de femmes enceintes mortes de cette maladie, alors que c'est certain qu'il y avait quand même, avec la pandémie que nous vivons, plusieurs femmes enceintes infectées du virus. Donc, euh, en Amérique du Nord également, on l'aurait su, alors qu'il n'y a aucun case report de cela, ni dans la région de New York, ni ailleurs. Donc, je peux dire que globalement, dans les lectures que j'ai pu faire pour répondre à cette question, la clinique Mayo a une certaine prudence en disant que c'est encore trop tôt pour répondre à la question, mais clairement, de façon générale, le sentiment est que, de façon rassurante, on ne voit pas de tendance néfaste avec ce virus et les dangers pour la femme enceinte. Pour le bébé naissant, également, des données chinoises très sporadiques ont constaté, il y a des petits case reports de bébés nés positifs, mais ça a été difficile de doser la présence du RNA viral dans le placenta, dans le cordon ombilical. Il semble que la trouvaille a été difficile, donc on n'est pas convaincu que, comme pour d'autres virus, qu'il y a un passage dans le placenta, mais on s'attendrait que oui. Il semble que ce que les Chinois ont plus décrit, c'est les bébés qui deviennent positifs après 2 jours et 3 jours de naissance, de telle sorte qu'en Chine, ils ont interdit l'allaitement maternel, mais au Canada, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, d'autant plus que plus on avance dans les observations et plus on peut dire avec une certaine confiance que les bébés, les nourrissons font quand même bien avec ce virus, comme le font les enfants en général par rapport aux adultes. Alors, somme toute, des messages quand même rassurants par rapport à d'autres virus que nous avons connus qui pouvaient être dangereux et pour la mère et pour le bébé. Mais avec un grain de sel, on est juste à 3 mois de recul en Amérique du Nord. Donc, il faut réaliser aussi que on a peu de recul. Pour les états hypercoagulables, donc beaucoup de questions également qu'on me pose pour la présence d'anticorps anticardiolipines qui ont mené à des événements thromboemboliques dans le passé ou pour d'autres problèmes de coagulation. Alors, je vous dirais, j'ai vu plusieurs fois venir anticorps anticardiolipine. Alors, il faut vraiment que ce soit un diagnostic qui se soit accompagné d'événements thromboemboliques ou de fausses couches, etc., pour dire que le risque est peut-être accru. Alors, en règle générale, on considérerait les patients hypercoagulables comme à risque accru de faire des complications de cette maladie qui rend un état hypercoagulable. Mais ce n'est pas suffisant simplement d'avoir eu un dosage élevé d'anticardiolipine sans avoir fait d'événements au préalable. Alors ça,
il faut le distinguer. Mais encore là, nous n'avons aucune donnée claire dans la littérature. La littérature est trop jeune pour répondre spécifiquement à la question. C'est purement intuitif et je peux vous dire que celle qui est chez nous la spécialiste de, des problèmes de coagulation considère ces patients plus à risque. Ces patients sont déjà traités soit avec de l'aspirine, soit pour d'autres avec des anticoagulants, et on ne changera pas le traitement pour cela. On va poursuivre les traitements. Euh, pour d'autres qui m'ont posé la question, est-ce que ça vaut la peine de commencer de l'aspirine préventivement, même en l'absence d'un état hypercoagulable connu, mais plus en prévention? Alors là, vraiment, je ne pense pas que c'est une recommandation. D'aucune façon, est-ce qu'on va pour le moment recommander cela pour une maladie qui guérit spontanément dans 95% du temps et plus. Euh, parce que les risques d'une aspirine at large dans une population élargie sont non négligeables et les patients qui deviennent très malades sont plus à risque de saigner. Alors, on va laisser ça vraiment. Le traitement de la coagulation va être fait pour les patients les plus malades avec suspicion d'événements thromboemboliques ou avec évidence sanguine d'un état d'hypercoagulation, mais certainement pas changer les habitudes et débuter des traitements préventivement. Et voici maintenant les données intéressantes de la phase 1 de la maladie qu'on essaye d'estimer combien de patients ont eu cette maladie, ce virus en fait, sans être malades, asymptomatiques. Alors, donc il y a beaucoup de données dans plusieurs pays. J'ai choisi les données américaines, donc une étude menée dans le Los Angeles County sur 863 patients qui ont été sélectionnés au hasard et qui étaient donc non symptomatiques. Et on a cherché la présence d'anticorps IgG qui auraient déterminé qu'effectivement, ils ont eu ce virus sans avoir eu la maladie. Alors, sur les 863 patients, 4,1% en moyenne ont été préalablement infectés, avec un écart type de 2,8 à 5,6. Donc de 3 à 5 de la population de la Californie, dans la région de LA, aurait été infectée. Donc on sait que cette épidémie aux États-Unis a débuté en Californie, mais ça n'a pas tapé la Californie autant que ça a tapé New York, par exemple. Donc, si on avait fait cet échantillonnage à New York, on peut se douter que ce serait encore même un chiffre plus élevé de New-Yorkais qui auraient eu ce virus sans avoir développé de maladie. Alors, ça voudrait dire, et c'est là que c'est impressionnant, qu'on estime de 28 à 55 fois plus de cas que les cas déclarés de COVID-19, donc plus de 30 fois plus de cas qui auraient été infectés au total. Donc ça, c'est impressionnant. Et bien entendu, en prenant ce chiffre, on vient de réduire, disons, le niveau de dangerosité de ce virus en pourcentage d'infection. Et c'est de là qu'on tombe dans les 1% et moins de complications mortelles quand on découvre qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont guéri sans être malades. Alors, des curiosités qui sont sorties, ben, la première est sortie de Chine et la deuxième a été une étude épidémiologique plus récente. Alors, la première est de Chine, la première constatation, c'est que les patients du groupe sanguin O semblaient être 3 fois moins à risque de complications. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il semble que il y avait également un lien établi et connu que les patients du groupe sanguin O avaient un facteur de von Willebrand, donc un facteur de coagulation moins élevé dans le sang que les patients d'autres groupes sanguins. Donc, il semble pouvoir y avoir une logique. En tout cas, il y a un fil conducteur qui pourrait dire que ce n'est pas une constatation purement hasardeuse. Alors, ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, une constatation plus récente, c'est que les patients qui ont eu le vaccin du BCG seraient à 10 fois moins de risque de complications que les patients qui ne l'ont pas eu. Et ça, c'est intéressant.
Et ça explique peut-être pourquoi dans les pays du tiers-monde, enfin on n'appelle plus ça du tiers-monde, mais en voie de développement, euh, entre autres en Inde, etc., le taux de mortalité peut-être est déclaré. Bon, est-ce que c'est simplement que ce n'est pas bien déclaré ou est-ce qu'il y a réellement une protection conférée par le vaccin de BCG qui apparemment stimule une immunité acquise générale, hein. Donc, on présume que ce vaccin est très stimulant de l'immunité lorsqu'il est reçu et que il peut y avoir une mémoire immunitaire à vie contre d'autres virus. Donc, alors, c'est intéressant de voir que ce sont des constatations, bien entendu, par des études rétrospectives, mais quand même, les nombres sont impressionnants par rapport à cela. Le diagnostic de la maladie Covid-19 se fait bien entendu par le test que vous connaissez, le test du PCR. C'est un test par tige nasale. On détecte le RNA du virus. Euh, Ceci nous confirme que l'infection est active et que la personne demeure contagieuse. Malheureusement, on ne détecte la présence de ce RNA du virus que dans 75 à 80 des prélèvements. Donc, c'est-à-dire que malgré que le patient soit infecté, il y a à peu près 25 du temps où on n'arrive pas à détecter le RNA. Ce n'est pas tellement dû au problème du test lui-même, mais c'est vraiment dû au prélèvement. C'est le prélèvement qui va être insuffisant ou mal positionné ou simplement le passage s'est fait sans attraper du RNA viral dans la narine dans près de 25 du cas, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va souvent répéter les tests quand la suspicion clinique est présente. Et il est arrivé à l'hôpital des patients chez qui on suspectait réellement la maladie. On est allé jusqu'à 3 tests et le troisième est revenu positif. Alors, donc c'est un problème, ça fait partie du problème de cette maladie qui rend le diagnostic parfois difficile et qui fait en sorte que le personnel soignant s'infecte et qu'il y a des éclosions dans les milieux hospitaliers parce que, disons qu'un patient chez qui on ne suspecterait pas qu'il vient pour ça, comme j'en ai vu souvent, qui viennent pour chute ou faiblesse ou perte de connaissance. Alors, on fait un premier test parce que c'est quand même une des manifestations, une genre de faiblesse générale. Le premier test est négatif, mais là, on n'a pas vraiment de justification de faire d'autres tests. Le patient n'a pas l'air d'avoir d'autres symptômes. Il monte sur les étages et 2, 3 jours plus tard, il fait un peu de température, on refait le test et là, il est positif et ça a eu le temps de faire l'éclosion dans tout l'étage. Alors, ça vous donne une idée réellement de pourquoi vous entendez parler des éclosions dans les milieux hospitaliers. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est mal protégé, mais c'est que des fois, on envoie des patients dans des étages non Covid alors qu'ils sont Covid. Et tant qu'on ne règle pas ce problème, les hôpitaux vont avoir la maladie qui se répand parmi les patients et parmi les étages non infectés. C'est un problème, malheureusement, et on est pris avec. Quand le test, par contre, est positif, il est très spécifique, c'est-à-dire vous pouvez être sûr que le virus est bien présent. Ensuite, comme tel, les tests d'anticorps dont on entend parler maintenant, qui vont être disponibles sous peu, bon, eux vont pouvoir nous donner une idée plutôt de combien de personnes ont déjà eu le virus, peut-être sans s'en apercevoir. Alors ça, c'est un prélèvement au bout du doigt, c'est un prélèvement sanguin. Il y a quand même un problème, même s'il y a des anticorps de deux genres. Il y a IgM qui sont là juste pendant la phase aiguë de la maladie et qui disparaissent. Et puis, il y a les IgG qui, eux, persistent pour une durée qu'on ne sait pas encore. C'est eux qui vont conférer, disons, l'immunité après la maladie ou l'immunité, par exemple, d'un vaccin. Donc, la présence de ces IgG, on ne sait pas encore combien de temps ils vont rester. Des fois, ça dépend de l'importance de la charge du virus qu'a eu un patient. Ça peut rester beaucoup plus longtemps. Si quelqu'un a été totalement asymptomatique, peut-être que ça va rester moins longtemps. On ne sait pas. Là, ça reste encore un peu une incertitude sur combien de temps une immunité et des IgG peuvent être présents, mais au moins le test
il existera pour détecter ces IgG et savoir si la maladie nous a provoqué l'apparition de ces anticorps protecteurs ou carrément si on a pu être infecté sans le savoir. Mais par contre, les IgM qui sont de la phase aiguë, eux prennent quand même 6 jours pour apparaître dans le sang. Donc, on ne peut pas utiliser ce test-là dès qu'on a eu un contact chez quelqu'un qui s'est avéré positif. On ne peut pas courir, aller se faire tester pour savoir si on a des anticorps qui commencent, parce que ça prend quand même 6 jours. Et pendant ces 6 jours-là, vous avez le temps de voir les symptômes apparaître au bout de 6 jours, justement. Donc, ça correspond à l'apparition des symptômes. Donc, on utilise vraiment le premier test de PCR pour le moment en pratique beaucoup plus que les anticorps. Mais ça va être quand même utile pour l'étude des populations et le déconfinement d'avoir certaines données d'anticorps. Bien entendu, il existe d'autres tests sanguins qui nous mènent la puce à l'oreille, qui nous mettent la puce à l'oreille, excusez-moi. Alors donc, les tests sanguins consistent en la recherche d'inflammation ou des indices de la présence d'un virus ou des indices de la présence d'une hypercoagulation. C'est ce qu'on a, c'est ce dont j'avais parlé dans le vidéo la semaine dernière. Donc, les tests, je vous les ai énumérés, c'est purement médical. Donc, la CRP, qui est un indice d'inflammation sanguine, elle est très élevée en présence de cette maladie. La ferritine est également élevée, c'est un indicateur d'inflammation. Alors les D-dimères, eux, sont l'indicateur d'un état d'hypercoagulation, peuvent être très élevés dans cette maladie et parfois on va se baser sur cette élévation pour justifier qui va être anticoagulé comme traitement. Par ailleurs, il y a d'autres mesures LDH-CPK qui dénotent comme une destruction de certaines cellules et les lymphocytes qui sont les globules blancs, un certain type de globules blancs qui sont typiquement diminués dans les atteintes virales et en particulier dans le COVID-19. On peut aussi détecter des troponines élevées quand il y a des atteintes cardiaques associées. Alors ça, ce sont dans les prises de sang. Alors si réellement on a des CRP au-dessus de 100, avec des dédimères au-dessus de 1000, avec vraiment, ça augmente la suspicion énormément et vous pouvez être certain que ces gens-là vont avoir plusieurs tests de dépistage si le test est négatif. Par la suite, bien entendu, le scan thoracique existe. On a décrit des patterns d'infiltrats au niveau des scans qui sont surtout aux bases des poumons, mais en pratico-pratique, c'est difficile d'emmener un patient Covid au scan. On le fait, mais il faut tout désinfecter. Alors, ça ne va pas être utilisé pour poser le diagnostic, mais plutôt pour nous aider quand le patient ne va pas bien et pour prendre les bonnes décisions, pour savoir s'il faut ajouter des antibiotiques, etc. Et l'échographie cardiaque peut être également un outil de choix quand il y a des atteintes cardiaques qui sont manifestes de ce virus. Alors, bien sûr, l'électrocardiogramme peut démontrer les anomalies avant qui nous mènent à l'échographie. Alors, voici certains tests de base qui existent pour nous aider à étoffer la suspicion diagnostique. Et voilà, j'arrive aux 10 dernières minutes de la présentation, tout au plus 10 minutes. Alors, ici, probablement une diapositive chargée, mais qui va vous plaire. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement à domicile? Alors, bien entendu, c'est premièrement, la chose qui a l'air évidente, faire baisser la fièvre. Vous allez voir que rien n'est évident. Il n'y a absolument rien qui est évident à part l'hydratation. Tout le reste n'est pas évident. Alors même de prendre du Tylenol ou paracétamol pour faire baisser la fièvre, c'est controversé parce que la fièvre a été démontrée comme un mécanisme de réflexe de l'organisme qui, en fait, fait fonctionner le système immunitaire de façon meilleure et plus efficace lorsque on laisse aller une fièvre. Alors, c'est fou à dire, mais c'est réel. Les gens qui font de la fièvre combattent mieux l'infection que s'ils amortissent leur fièvre ou que les gens qui ne font pas de fièvre.
Et donc, peut-être une des raisons pour lesquelles les enfants ou les jeunes enfants et les bébés combattent mieux ces virus-là que les personnes âgées qui ne font pas de fièvre. Alors, si vraiment il y a lieu de faire baisser la fièvre parce que les maux de tête sont insoutenables, etc., on va favoriser le Tylenol ou le paracétamol plutôt que des anti-inflammatoires comme l'Advil. Mais encore là, c'est basé sur des observations qui sont venues de la France, peut-être des observations prématurées. Curieusement, beaucoup de choses sont sorties de façon prématurée de la France lors de cette pandémie, sans être insultant quoi que ce soit, mais réellement, autant pour cet avis sur les anti-inflammatoires qui est un peu, pas remis en cause, mais c'est incertain si réellement c'est si néfaste que ça. Mais présentement, on s'entend à dire que la tendance est au Tylenol, au besoin, sans abuser, parce que cette maladie peut, dans les cas un peu plus sévères, toucher le foie. Et le Tylenol, d'en prendre trop, pourrait également avoir une atteinte hépatique. Alors, euh, donc, Tylenol et hydratation, ça c'est la base du traitement. Maintenant, pour le reste, je pense qu'il faut parler de l'hydroxychloroquine, plus ou moins azithromycine. Encore là, donc, une recette du docteur Raoult de France qui a été recommandée après une petite étude non randomisée. C'est un peu surprenant que la recommandation s'est faite si rapidement. Euh, Je vais simplement vous expliquer. D'abord, brièvement, une des questions qui m'avait été demandée, c'est comment est-ce que l'hydroxychloroquine agit? Eh bien, l'hydroxychloroquine, un des mécanismes principaux, c'est un agent qui favorise la pénétration du zinc dans les cellules. En anglais, ils appellent ça, c'est un zinc ionophore. Il aide la pénétration du zinc. Et si vous regardez plus loin dans la liste, le zinc est un élément démontré comme inhibant in vitro dans des laboratoire, il inhibe le coronavirus. Donc, on pense que un des suppléments de zinc pourrait être une option intéressante, mais encore là, il n'y a pas d'études claires. Mais beaucoup de gens les prennent tout de même, étant donné le peu d'effets secondaires. Mais l'hydroxychloroquine aide à faire pénétrer le zinc dans les cellules. Alors, je vous donne un exemple. Le docteur Raoult est un médecin en France qui a testé très, très précocement sa population et il a trouvé des candidats qui ont testé au tout début de l'infection et il leur a proposé l'hydroxychloroquine. Et il a ensuite dit que bon, ces candidats ont bien fait sous hydroxychloroquine et il se compare aux chiffres de Paris, où à Paris, on ne testait quasiment pas. Et ce sont des chiffres, des statistiques de patients qui ont été plus malades, hospitalisés, chez qui on testait des gens réellement plus malades avec des symptômes. Alors, comment peut-on réellement comparer une population sélectionnés et les comparer à d'autres qui partent avec un degré de maladie plus élevé pour dire qu'ils font mieux que les autres, que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est de là l'importance de faire des études randomisées avec des patients comparables pour réellement voir les bénéfices se démarquer. On s'entend, c'est une maladie qui guérit toute seule pour la très grande majorité des patients. Alors, de dire qu'il y a 98% qui se sont bien sortis avec l'hydroxychloroquine, c'est probablement que 95% se seraient sortis également sans hydroxychloroquine et ça n'aurait probablement pas été significatif. Donc, il y a pour l'hydroxychloroquine une petite étude qui a été faite au Veterans Group des États-Unis. Et l'étude se voulait randomisée, mais a été arrêtée prématurément parce qu'il y avait trop de toxicité cardiaque dans le groupe sous traitement d'hydroxychloroquine. Alors, euh, la tendance actuelle en Amérique est plutôt en défaveur avec la grande étude faite par l'OMS est en cours et nous donnera réellement des réponses d'ici un mois. Alors, malgré ces données curieusement faibles au niveau euh, recherche clinique, et également malgré l'indice de danger que l'hydroxychloroquine
peut avoir sur les conditions cardiaques, ce médicament est quand même prescrit en France, aux États-Unis et même ici à Montréal dans certains hôpitaux, mais certainement pas de façon universelle. Alors il y en a qui sont beaucoup plus rigides et qui disent qu'ils attendent les données cliniques claires et d'autres qui ils sont tombés dans, disons, cette tendance-là et c'est donné de manière totalement incertaine actuellement. Alors, je vais je vais laisser un bémol en disant qu'on est en attente des données pour l'hydroxychloroquine. Vitamine C, vitamine D en supplément, eh bien, il y a des données favorables avec d'autres virus, alors pourquoi pas? Surtout quand on n'est pas en été, la vitamine D, sans hésitation, des suppléments de vitamine D. La vitamine C, si vous n'avez pas une alimentation riche en vitamine C, ça serait également simple de prendre des suppléments. Euh, un aliment naturel végétal, le quercétin, est en étude clinique en Chine et c'est une étude qui est initiée ici à Montréal, à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Cette substance de plante a été favorable pour traiter l'Ebola et on espère qu'elle pourrait être favorable et très bien tolérée pour traiter ce virus-ci. Donc l'étude est en cours. Donc, comme j'ai dit, le supplément de zinc, il y a une tendance qu'on voit chez les gens de prendre un supplément de zinc actuellement, étant donné que des données in vitro sont faites, mais je ne suis pas au courant s'il y a une étude randomisée qui se fait avec ça. Point d'interrogation pour l'administration de BCG, je pense que les données sont probantes pour les gens qui ont eu un BCG en bas âge, mais de penser donner le BCG maintenant pour le traitement de l'infection active, il semblerait qu'une étude va débuter. Il y a également la colchicine, qui est un anti-inflammatoire, qui se donne pour le traitement de certaines formes d'arthrite, de la goutte, de la fièvre méditerranéenne. Donc, cet anti-inflammatoire, cette étude est également centrée ici à Montréal par le docteur Jean-Claude Tardif à l'Institut de cardiologie de Montréal et c'est une étude mondiale. On attend les résultats. Euh, la thérapie hydrothermique, ça c'est intéressant, c'était utilisé pendant la pandémie H1N1 en 1918 avec des bénéfices. Donc, avec l'idée, ça rejoint un peu l'idée que la fièvre est bénéfique. C'est l'idée de faire monter la température corporelle en prenant des bains chauds ou des bains vapeur de chaleur. Alors, euh, pourquoi pas? Ce sont des données qui ont été démontrées comme aidant avec des virus précédents. Et également le sommeil, beaucoup de bénéfices dans le sommeil, mais ça dépasse le cadre de cette discussion. Mais le sommeil a été étudié avec des bénéfices sur la réponse immunitaire. Donc, pour être sincère avec vous, j'entends des spécialistes et qui sont assez rigoureux dans leur conduite, mais qui disent quand même que si ils sont actuellement en, entourés d'infections, ils vont probablement prendre de la vitamine C, de la vitamine D et un supplément de zinc sur une base quotidienne. Et s'ils développent la maladie, ils vont prendre un bon bain chaud pour aller bien dormir la nuit. Alors, ça pourrait être quelque chose à regarder et à prévoir faire, disons, en attendant qu'on ait des données plus probantes pour les autres médicaments que j'ai énumérés. Alors voilà, on est arrivé à la dernière diapo, le traitement des patients hospitalisés les plus malades. Alors, bon, je vous épargne le traitement des soins intensifs standards qui rentrent en ligne de compte des médicaments pour faire monter la pression, pour éclaircir le sang, pour protéger l'estomac, pour l'alimentation, etc., etc., etc. Traitement des patients aux soins intensifs standards. Mais ce qui est de spécifique est en fait le seul médicament qui jusqu'à présent a démontré quelque chose de positif dans une étude randomisée et bien faite, c'est le remdesivir, qui est un antiviral, un antireproducteur viral, donc un antiviral qui
est administré de façon intraveineuse aux soins intensifs et qui a démontré, de pouvoir réduire la durée de la maladie, donc des symptômes, de 4 jours. Et puis, il a également une tendance, tout près d'avoir réussi à atteindre une valeur significative pour réduire la mortalité chez les gens très malades. Donc, en fait, le NNT que vous voyez veut dire qu'on a besoin de traiter 28 patients pour sauver une vie. Alors, ce qui est tout à fait standard dans les traitements médicamenteux et ce qui est valable comme chiffre, de traiter 28 pour sauver une vie, c'est quand même un bel exploit. Alors, ce sera un médicament qui va être approuvé certainement. Il a été bien toléré, sans trop d'effets secondaires. Alors, on s'attend à une approbation rapide de ce médicament pour les plus malades. C'est un début, c'est pas un miracle, c'est un début. Ensuite, il y a plusieurs autres agents qui vont agir sur le système immunitaire, bien sûr, ce qu'on appelle les immunomodulateurs. Je vous épargne les noms, ils sont complexes. Et une dernière étude sur laquelle on fonde de l'espoir, c'est le plasma des gens qui ont guéri de la maladie. Donc, on va donner des anticorps que les gens ont développés aux patients qui sont les plus malades et pour voir si ces anticorps vont aider à lutter contre cette infection. Alors, c'est une étude qui commence à randomiser et à Montréal, à Sainte-Justine, docteur Elie Haddad, qui est un ami, est impliqué directement dans cette étude prometteuse. Alors voici, je pense vous avoir fait le tour assez extensif de ce que la littérature peut avoir à nous offrir. Ça m'a pris une demi-journée de travail intensive. J'espère que vous avez apprécié. J'ai tenté de répondre à des questions. Je vous remercie encore de vos témoignages nombreux. J'en reviens pas de combien de questionnements et d'appréciations vous avez fait part. Alors, j'espère que ça va être à votre goût. Si ça vous intéresse, veuillez bien partager avec vos contacts cette conférence. Et puis, de mon côté, il va être difficile de répondre à des questions individuelles, mais j'espère que pour le moment, cet outil va vous aider. Bien entendu, ça change tellement vite. Par la suite, ce sera mes capsules occasionnelles qui seront encore là. Merci encore et je vous souhaite une bonne santé et un bel été.